Ah non mais l'Iran et Israël, c'est un peu comme 12 parsecs et moi. Alors ouais, de l'extérieur, ça fait pas couple harmonieux, hein. Ils se cherchent, ils se taquinent, ils se chamaillent. Mais en vrai, ils s'adorent, hein. C'est des alliés pour la vie. Alors par contre, je sais pas si c'est le sujet d'aujourd'hui ou quoi, mais j'ai une dalle, moi. Vous avez pas faim, vous? J'allais faire à bouffer, mais bon, il y a la vidéo à faire, il y a du taf. Mais enfin, jeune freluqué, il y a YFood quand tu n'as pas le temps de te faire à manger. C'est parfait pour les hommes d'action comme nous. Mais oui, c'est vrai, j'en ai déjà parlé plein de fois. Il y a des boissons repas, des bars, des poudres à shaker si vous aimez, shaker. Il y a vraiment plein de goûts différents, chocolat, vanille, caramel. Oh là 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 là, leur caramel. Ouais, je suis fou de caramel. Mais raison de plus, hein, vraiment, leur truc caramel, là, c'est... Ou sinon, vous avez des goûts fruits plus exotiques. Mais vraiment, allez voir sur le site pour vous faire votre propre avis. Alors oui, c'est très sympa tout ça, mais moi, je fais très attention à ma ligne, personnellement. J'adore m'asseoir tout nu sur des chaises. Et pour ça, il me faut une alimentation équilibrée. Ok, non, c'est pas chelou du tout. Mais là, avec YFood, tu peux y aller. Hein. C'est Nutri-Score A, tous les nutriments essentiels concentrés, tu peux y aller sans problème. Ouais, mais moi, j'ai besoin de me régénérer. Je passe pas mon temps à poil sur des chaises. Bon, si, je passe un peu mon temps à poil aussi, mais moi, je cours. 500 kcal par boisson, t'as jusqu'à 34 grammes de protéines, du magnésium, du calcium. Bon, toi, tu t'en tapes du calcium rapport à... Enfin, t'as pas d'os, quoi. Mais bref, pour les gens normaux, du calcium, des vitamines. Une boisson, ça te fait un repas complet. C'est malin de me dire ça maintenant, je venais juste de faire les courses. Ah non, mais garde tes courses, tu vas pas t'arrêter de manger. Non, YFood, c'est une alternative à un repas normal quand t'es à la bourre. Ouais, comme nous, là, en ce moment. Exactement. Oui, ouais, je vois ce que vous voulez dire. Bon, il y a mieux à faire de vos journées, quand même. Enfin, je juge pas, hein, mais ne construisez pas de bombes nucléaires chez vous. Bref, vous avez jusqu'à 22% de réduction sur le site internet du 10 au 13 novembre en cliquant sur mon lien en description avec le code GENIUS-YouTube. Donc foncez-y. C'est vrai, 22% de réduction. Aujourd'hui, dans une ambiance des plus festives, on va voir comment se fabriquer sa propre petite piñata nucléaire dans son jardin, pourquoi certains pays l'ont et d'autres pas, et finalement, est-ce que c'est si dur que ça? Difficile. Est-ce que c'est si difficile que ça? Pas dur. Et là, on appelle notre collègue et néanmoins ami avec qui on n'a pas collaboré depuis longtemps, Sébastien de Vous avez le droit. Comment vas-tu, mon cher ami? Oui, très bien, merci. Et toi, mais tu es sûr? Que? Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble? Oui, complètement sûr. Non. Sûr que je vais être pertinent pour ta vidéo, parce que c'est quand même un sujet un petit peu éloigné de mon domaine d'expertise. Hein. Ah merde, de quoi tu parles toi normalement? Le droit. Ah là 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 là, oui, mais c'est dans le titre en même temps. Aucune compétence sur le nucléaire, quoi. Pas du tout, hein. C'est comme si tu me demandais de te parler de Megadeth, période Marty Friedman. C'est bien simple, je comprends même pas ce que tu m'as écrit. Ah oui, pardon, grosse erreur de casting là. Ah là 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 là, le problème c'est que si je t'appelle pas toi, le seul qui reste c'est Obi-Wan. Oui. Et merde, tu crois qu'il nous a vus? J'en ai bien peur. Du coup, je vous laisse, hein, parce que ça m'intéresse relativement modérément vos histoires. Ça marche, et merci de rien. Bon, du coup, tu m'as appelé pourquoi? Ah si, pardon, je me souviens de pourquoi je t'ai appelé. Tu peux me faire ton petit message de prévention, s'il te plaît, le truc que tu dis au début des vidéos? Ah oui. Merci de laisser votre avis au petit vestiaire des opinions prévu pour ça. Ici, on parle de science. Et la science n'est pas une opinion. Et si vous avez l'impression que cette vidéo prend parti pour un camp ou pour l'autre, alors appuyez sur le bouton pause, prenez le temps de réfléchir, dites-vous que, après tout, vous avez peut-être mal interprété les choses, puis continuez de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et après, mais après seulement, vous pourrez réagir en commentaire. Merci, t'es au top. Au départ, Enrico Fermi est le premier à bombarder un noyau d'uranium avec un neutron. Sauf qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'il fout. Hein. Fermi, si vous voulez, c'est un petit peu le 12 parsec de la physique. Il fait des trucs, ça marche, c'est plutôt cool, mais tu vois bien qu'il est complètement dépassé par les événements. En 1938, Lise Meitner et Otto Hahn décident de refaire l'expérience. Eux, ils sont déjà beaucoup plus calés. Hein. C'est un peu comme Obi-Wan et moi. Je suis Otto Hahn, moi, ou Lise Meitner? Bah, t'es Lise Meitner, bien entendu. Et pourquoi c'est pas toi? Bah, enfin, parce que je suis pas juif, quoi. Ah. Mais moi non plus, je suis pas juif. Et donc... Oh, peut-être que moi je sais pas ce que je fais, mais hey, au moins sur ma chaîne, cette vanne elle serait passée comme une lettre à la poste. Alors que toi, mais comment tu vas te faire démonter dans les commentaires? Parce que j'ai dit juif? Non, parce que t'as dit femme.
Meitner et Hahn pensent ainsi obtenir des éléments transuraniens, des éléments au-delà de l'uranium, qui est l'élément naturel le plus lourd connu à l'époque. C'est toujours le cas, sauf qu'à ce moment-là, ils se rendent compte que l'uranium ne produit pas un élément plus lourd, mais deux éléments plus légers. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ils comprennent alors qu'ils ont réussi à casser le noyau d'uranium en deux noyaux plus petits. Ah mais du coup tu t'installes vraiment dans la vidéo en fait. Bah ouais, j'avais rien de mieux à faire. T'as pas une vidéo sur Fukushima qui doit sortir toi? Si, c'est bon, elle est même en ligne. Du coup, j'ai un peu de temps pour venir te brouter la patience. Bon bah allez voir sa vidéo après celle-là, hein, si vous voulez rester dans le festif. En 1939, Lise Meitner publie le premier article à propos de la fission nucléaire, qui a cette petite propriété assez amusante de on a une masse de départ, une transformation et une masse d'arrivée qui est moins importante que la masse de départ. Et comme on n'oublie pas que Weber nous a pondu un petit truc qui semble plutôt pas mal fonctionner, à savoir E égale mc carré, l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Donc si on perd de la masse, on dégage de l'énergie. Beaucoup d'énergie. 1939, normalement, ça vous a pas échappé. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Et bien entendu, ce genre d'information ne passe pas inaperçu auprès des deux camps. Parce que qui dit libération d'énormément d'énergie, dit bombe. Les Américains, pensant que les Allemands sont sur le point d'obtenir une bombe d'une puissance jusque-là encore inconnue, se mettent en tête de fabriquer la première bombe nucléaire à l'uranium en 1942. Une jolie petite piñata du nom de Gadget qui explosera le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique lors du projet Trinity. Et dont je suis l'heureux propriétaire d'une jolie petite relique. Petite fierté, hein. Et merci Chud encore pour le cadeau. Les 6 et 9 août 1945, ce sont deux autres bombes, Little Boy à l'uranium et Fat Man au plutonium, qui créent un petit soleil dévastateur au-dessus d'Hiroshima et de Nagasaki. La guerre est terminée. Enfin, sur le papier. Le président américain Harry Truman se débarrasse alors du bébé nucléaire et souhaite en confier la garde à la toute jeune Organisation des Nations Unies, le plan Baruch, accepté dans un premier temps par les soviétiques. Sauf que... Le plan prévoyait notamment que plus aucun membre ne pouvait exercer son droit de veto au Conseil de sécurité. Droit de veto contre les mesures de rétorsion à l'encontre d'un État qui violerait ce traité. Vous savez, à l'ONU, il y a des pays historiquement qui peuvent dire non. Voilà, tout le monde est d'accord, mais un pays fout son veto, stop, plus de discussion, le truc est mort. Et 5 pays possèdent ce droit, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. Et ça, le droit de veto, la Russie y tient beaucoup. Elle ne veut pas perdre son poids dans les décisions relatives au nucléaire. Du coup, Staline n'est plus tellement trop chaud pour cet accord. D'autre part, l'autorité internationale qui aurait eu le monopole du contrôle du nucléaire militaire, faut encore définir quoi, qui, comment, pourquoi, prendrait possession des mines uranium et des usines de traitement. Et bien évidemment, des centrales nucléaires. Les États-Unis livreraient donc par étapes à cette autorité leurs connaissances et leur technologie. Ils se désolidarisent dans le même temps de leur pacte avec le Royaume-Uni et s'engagent à ne rien transmettre de technologie à d'autres pays. Et à la fin, ils abandonneraient leurs bombes. À la fin. Et ça, pareil, ça passe pas. Les soviétiques, eux, ils veulent que les Américains lâchent tout de suite leurs bombes, pas dans un avenir incertain. À la place, ils suggèrent un traité qui interdit l'utilisation de l'arme atomique pendant une guerre et la destruction totale des armes américaines, tout en s'autorisant le droit de continuer leurs recherches de leur côté sans le moindre contrôle international. Accord qui inspirera les Wachowski pour Matrix 40 ans plus tard. Vous vous mettez ça où je pense. La première bombe russe pètera en 1949. Si la guerre est finie sur le papier, pour certains dirigeants un peu cramés de la carafe, c'est pas la même. Du coup, le Royaume-Uni en 1952 et la France en 1960 se dotent d'une arme nucléaire afin de faire face à la menace grandissante. Ces deux États vont être rejoints donc par la Chine en 1964. Et à partir de là, c'est le concours de Sgeg. Et les Américains se disent que la leur n'est pas assez grosse face aux Soviets et créent la bombe H, à hydrogène. Une bombe non pas à fission nucléaire, mais à fusion nucléaire. Le principe de base reste à peu près le même. On a un produit de base qui va se transformer et perdre de la masse et donc créer de l'énergie. Sauf que là, on sépare pas en deux, on fusionne deux éléments, on les combine ensemble. La fission, on sépare un noyau lourd en deux noyaux plus légers. La fusion, on prend deux noyaux légers qu'on fusionne pour faire un noyau plus lourd. Mais une bombe, aussi géniale fut-elle, c'est très sympa, mais si elle pète dans ton jardin, ça sert pas à grand chose. On va donc continuer sur la lancée des missiles comme le V2 pour embarquer des petits jouets dans des mini-fusées afin de pouvoir aller faire frire le fion de l'hérétique à l'autre bout de la Terre. Et forcément, à force d'avoir le doigt qui frétille sur le bouton depuis quelques années, on manque de faire frire la fiesta avec tous les invités. Nous. L'ONU crée alors l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, en 1957, pour commencer à contrôler tout ça. Et le 1er juillet 1968, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est signé. Les États-Unis qui l'ont s'engagent à ne pas le filer aux autres. Vous savez, quand on entend régulièrement que la France a vendu ses Rafales à tel ou tel pays, qu'elle n'a pas vendu ses sous-marins à tel ou tel pays, là non, on n'a pas le droit de vendre des bombes à qui que ce soit. Et en parallèle, on s'engage à baisser le nombre d'armes. Et ceux qui l'ont pas, ils s'engagent à ne pas chercher à l'avoir ou à essayer de la développer. La France et la Chine ont d'ailleurs adhéré à ce
ce traité qu'en 1992. Sauf qu'entre-temps, les deux grands blocs se sont scindés en plusieurs autres plus petits avec plusieurs intérêts, et les secrets ne restent jamais secrets très longtemps. 4 autres pays se sont donc aussi dotés de cette arme, le Pakistan et l'Inde d'un côté, la Corée du Nord qui a quitté le traité de non-prolifération en 2003, et Israël. Même si de leur côté, c'est toujours pas officiel, hein. Ils n'ont jamais signé le traité, eux, même si bon, on sait tous qu'ils l'ont, et posséderaient bien 90 à 100 têtes nucléaires. Mais on va y revenir. Sans surprise, c'est la Russie et les États-Unis qui mènent la danse avec 5580 têtes nucléaires pour la Russie en 2024, plus de 5000 pour les États-Unis, 500 pour la Chine, 290 pour la France, 225 pour le Royaume-Uni, 170 pour l'Inde et pour le Pakistan chacun, et 50 pour la Corée du Nord. Et au milieu de tout ça, on a un petit pays là qui est sous le feu de l'actualité. Ce pays aimerait bien être à la fête malgré les différents traités. L'Iran. L'Iran. Mais non, je pense que vous voulez le dire là. Mais alors, qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué d'obtenir une arme nucléaire? Avec le nombre présent sur Terre actuellement, pourquoi tous les pays ne fabriquent pas directement la leur? Des bombes nucléaires, il y en a de 3 sortes. 2 à fission et 1 à fusion. Celle à l'uranium et au plutonium, comme Little Boy ou Fat Man, consiste à casser des noyaux, libérer des neutrons et créer une réaction en chaîne libérant énormément d'énergie par perte de masse. L'autre à fusion va fusionner des noyaux d'hydrogène pour créer un mini-soleil. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser que celle à fission, hein, à l'uranium et au plutonium. Nous, on va faire que chante Sclooby. Mais elle reste. Non, mais le reste, c'est chiant. Et techniquement, on doit déjà avoir de l'uranium pour pouvoir posséder les autres. Et pourquoi, Obi, doit-on procéder comme ça? Parce que pour fabriquer du plutonium, il faut de l'uranium. Du l'uranium 238 pour être précis. Le plutonium, lui, tout seul, à l'état naturel, il n'existe pas. Mais on peut en fabriquer à partir de l'uranium par absorption neutronique. Mais on rentrera un peu plus dans le détail tout à l'heure. Ouais, pour fabriquer une bombe H à fusion d'hydrogène, il faut d'abord créer une bombe A. Avec quoi vous générez une force qui fusionne des atomes d'hydrogène? Avec une petite bombe à fission? Mais on a déjà parlé dans cette vidéo et c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bien, on veut donc fabriquer une bombe à l'uranium et pour ça, comme dans n'importe quel gâteau, il faut d'abord rassembler les ingrédients. Et en fait, c'est surtout ça le problème. Voilà, c'est uniquement pour ça que c'est compliqué. C'est un bordel. Ouais, parce que, ok, on a de l'uranium, ça, on sait en trouver assez facilement. Il y a des mines partout dans le monde, dans tous les types de sols. Sauf dans la sole meunière. Je sais pas, l'énergie étant très concentrée, on n'a besoin que de quelques kilos d'uranium pour faire notre méga boumasse. Mais il faut un certain type d'uranium pour que ça fonctionne. De la même manière qu'on peut pas construire une bombe nucléaire, ou du moins pas dans l'état actuel des connaissances, à partir de carbone, d'oxygène ou d'autres éléments chimiques, c'est vraiment un certain type d'uranium qui va réagir comme ce qui nous intéresse ici. Pour faire une bombe, il faut donc qu'on assemble une certaine quantité de matière. Matière qu'on dit fissile. Nos amis du XXe siècle ont donc découvert que l'uranium était fissile, c'est-à-dire qu'on pouvait le casser en deux en le bombardant de neutrons et libérer de l'énergie. Sauf que c'est pas n'importe quel type d'uranium qui est capable de faire ça. C'est ce qu'on appelle de l'uranium 235. L'uranium 235, c'est un des isotopes, une des versions de l'uranium. Pour rappel, un isotope contient toujours le même nombre de protons qui définit l'élément chimique. 92 c'est l'uranium, 94 c'est le plutonium, mais un nombre de neutrons variable. Et si leurs propriétés chimiques sont quasiment les mêmes, leurs propriétés physiques, elles, ne le sont pas du tout. Si on balance un neutron sur d'uranium 238, donc 92 protons et X neutrons, hein, on s'en tape du nombre exact, c'est le 238 ici qui nous intéresse. Il va l'absorber pour devenir de l'uranium 239. Sauf qu'il aime pas trop ça, là, il va rentrer en instabilité. Et lui, il veut devenir stable. Et pour ce faire, au bout de quelques minutes, il va se transformer en neptunium 239. Comment c'est possible ? Tout simplement par désintégration bêta. Toujours le même nombre d'éléments dans le noyau, mais un des neutrons s'est transmuté en proton en émettant un rayonnement bêta-, un électron en gros. Mais il n'aime toujours pas ça. Il n'est toujours pas stable. Il recherche encore la stabilité. Et au bout de 2 jours, la moitié du neptunium va devenir du plutonium 239. Et par exactement le même procédé, par désintégration bêta. Un proton est devenu un neutron, tout en libérant un électron. L'électron étant chargé négativement, on appellera ça un rayonnement bêta-. Et ça c'est super utile parce que le plutonium 239 lui est fissile. On peut le casser pour produire de l'énergie comme pour l'uranium 235. Sauf qu'on a besoin de 10 fois moins de plutonium pour le même résultat. Bref, on concentre un joli petit tas d'uranium 235 en une jolie petite boule et bim, notre noyau du 235 va se casser en libérant des neutrons qui à leur tour vont venir taper les autres noyaux d'uranium 235 autour, qui à leur tour vont libérer d'autres neutrons, perte de masse, récupération d'énergie, et ainsi de suite, déclenchant une réaction en chaîne et libérant énormément d'énergie. On a notre bombe. Seulement voilà, pour que la réaction en chaîne soit entretenue, il faut que les neutrons rencontrent assez de noyaux pour venir les taper. Il faut donc avoir une masse suffisante de matière fissile. Cette masse, c'est ce qu'on appelle la masse critique. Ouais, parce que ok, on va balancer un neutron vers l'uranium 235. Il va se casser en deux, et 2 à 3 neutrons vont partir en ligne droite. Ils vont pas faire le facteur à chercher une adresse. Ils partent
toujours tout droit. Mais il y a quand même une chance non négligeable qu'ils ne rencontrent pas d'autres atomes d'uranium sur leur chemin et qu'ils se barrent en dehors de la boule. Et donc, pas de réaction en chaîne. Pour être sûr que la piñata fasse un joli flash, il faut être sûr que les neutrons libérés rencontrent d'autres atomes à casser. Il faut donc réunir beaucoup d'uranium-235 au même endroit. Sauf que l'uranium-235, eh ben on n'en trouve pas chez le droguiste du coin. On peut pas vraiment en fabriquer non plus, hein. Il faut le trouver dans la nature. Mais il ne compose que 0,7% de l'uranium naturel. Pour pouvoir s'en servir, il faut forcément augmenter sa concentration. Pour nos centrales nucléaires, afin d'entretenir la réaction en chaîne, on a besoin d'enrichir, d'augmenter la concentration, environ de 3 à 5%. Et comment on va faire pour trouver de l'uranium-235? Eh bien tout simplement, on va faire comme dans les autres mines. On extrait énormément, et puis on trie, on garde que ce qui nous intéresse, on jette le reste. En gros, pour avoir 5% d'uranium-235, on va prendre les 7 kg d'uranium, trier les 7 grammes par kilo du 235, jeter les 6 kg d'uranium-238 qui ne nous servent pas, et garder 50 grammes dans 1 kg. En gros, on a un gâteau à M&M's. Il y a un M&M's par part, mais nous, on veut 7 M&M's pour une part, pour que notre gâteau produise de l'énergie. Bon, ok. Il faut juste augmenter le nombre de M&M's dans une part pour que ça fonctionne. Et donc, on prend les M&M's dans les autres parts pour les foutre dans celles qu'on veut garder. Et on jette tout le reste du gâteau sans M&M's. Sauf que ça, c'est pour une centrale nucléaire. On passe de 1 M&M's à 7. La réaction, certes, peut s'emballer, mais il n'y a pas de quoi faire une bombe. Pour que ça pète vraiment, il faut qu'on arrive à un taux beaucoup plus important, qu'on ait beaucoup plus de M&M's, beaucoup plus d'uranium-235 dans le même espace, pour être sûr que les neutrons rencontrent beaucoup de noyaux d'uranium-235 afin de les faire péter à leur tour. Et pour obtenir une bombe, il faut atteindre un taux de 90% d'uranium-235. C'est ce qu'on appelle de l'uranium de qualité militaire. Pour obtenir 1 kg d'uranium nécessaire à une bombe, il faut donc 900 grammes d'uranium-235. Ce qui veut dire qu'à la base, il faut traiter presque 130 kg d'uranium pour extraire ces 900 grammes. Et ça, bah ça passe pas du tout inaperçu, hein, ça se fait pas comme ça à l'arrière de son garage. Le but est donc de séparer les deux types d'uranium, le 238, le gâteau, et les 235, les M&M's. Et pour ça, on va utiliser plusieurs techniques. On peut utiliser la diffusion gazeuse. On va lier les atomes d'uranium, tous les atomes, hein, 238 et 235, parce que pour rappel, bah, ils ont des propriétés chimiques presque identiques, à du fluor pour en faire un gaz, et le faire passer à travers un filtre. L'hexafluorure d'uranium 235 étant légèrement plus fin, il va passer plus rapidement à travers le filtre. C'est une méthode utilisée par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à Tricastin chez nous jusqu'en 2012. Problème, la différence de masse est très faible. Et ce procédé est très énergivore. Il nécessite environ 1400 passages par les filtres pour être efficace. Plus efficace que la diffusion gazeuse, on va utiliser la centrifugation gazeuse. Même principe, on transforme l'uranium en gaz d'hexafluorure d'uranium et on le passe à la centrifugeuse, une espèce de grosse essoreuse à salade. PH vous l'a dit tout à l'heure, l'uranium-238, c'est parce qu'il y a 238 nucléons à l'intérieur de son noyau. L'uranium-235, lui, donc, il n'en a que 235. Vous comprenez bien que l'atome d'uranium-238 est donc plus lourd que l'uranium-235. Vu qu'il est plus lourd, bah vous vous doutez bien qu'il va être plus facilement éjecté vers l'extérieur. Et l'uranium-235, de fait, lui, il va venir vers l'intérieur de la centrifugeuse. Des lasers d'enrichissement sont également à l'étude, de la lumière pulsée sélectionnée pour exciter sélectivement l'uranium-235, potentiellement plus efficace que la centrifugation. Mais on utilise également des méthodes d'échange chimique, d'échange d'ions, qui exploitent la subtile différence chimique, presque pareil mais pas tout à fait pareil, entre le 238 et le 235. Et la chromatographie gazeuse dont on se fout totalement ici. L'essentiel de la technologie utilisée dans le monde étant la centrifugation gazeuse que l'Iran maîtrise très bien. Actuellement, l'Iran dispose de la technologie pour pouvoir extraire de l'uranium-235 nécessaire à sa centrale nucléaire de Bushehr, centrale nucléaire à eau légère, construite en 2011 avec l'aide de la Russie. L'Iran, c'est presque 90 millions d'habitants, et il faut bien qu'ils aient accès à l'électricité. Mais pas que. Bon, alors je vais très résumer la situation parce que ça nécessiterait 18 vidéos sur le sujet. J'ai peur de me perdre dans des détails géopolitiques que je ne maîtrise pas et de toute façon c'est juste pour placer le contexte. Donc n'hésitez pas à apporter des précisions en commentaire si j'ai oublié des trucs importants ou si j'ai dit de la merde. Mais donc en gros, l'Iran se frite avec l'Irak et veut avoir sa bombe nucléaire en cas de bagarre. Mais surtout, l'Iran déteste Israël qui normalement a aussi la bombe. Pourquoi ? J'ai oublié de te le dire, putain, heureusement que t'as posé la question. Ouais, alors Israël, ils font pas partie des 5 États de base à l'avoir, ni officiellement des 3 autres, Inde, Pakistan et Corée du Nord. Seulement voilà, ils n'ont pas signé le traité de non-prolifération des armes atomiques, donc dans l'absolu, ils sont pas soumis au contrôle des agents de l'AIEA. Dès 1949, le Premier ministre Ben Gourion veut développer leur propre programme nucléaire, mais les Américains tentent de calmer le jeu, ils n'ont pas du tout envie de se retrouver à gérer ce genre de merdier là-bas. La France, cependant, aide Israël à développer son nucléaire civil,
un peu dans le feutré, sans que l'américain soit au courant, hein. You are so French. Toi aussi. Mais quand ils l'apprennent, ils demandent à ce que des visites d'experts soient organisées régulièrement, comme en 1961 ou en 1964, pour que le nucléaire reste civil. Bon, on le répète, mais c'est pas du tout les mêmes technologies, les mêmes procédés, ni même les mêmes installations entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Mais dans les années 80, on apprend que dès le départ, les installations israéliennes ont bien été pensées pour la création d'une arme nucléaire. Mais hasard de dingue! Et donc, l'Iran, ils en veulent une aussi. Ah non, mais l'Iran et Israël, c'est un peu comme 12 parsecs et moi. Alors ouais, de l'extérieur, ça fait pas couple harmonieux, hein. Ils se cherchent, ils se taquinent, ils se chamaillent, mais en vrai, ils s'adorent, hein. C'est des alliés pour la vie. Non. C'est pas ça du tout. Non, vous avez carrément rien bité au tableau. Non, toujours cet espoir infini en l'être humain, ça me perdra. Bref, la communauté internationale aime moyennement les velléités de l'Iran, et ils imposent des sanctions si l'Iran enrichit son uranium au-delà de 20%. Pour rappel, le nucléaire civil, 3 à 5% suffisent. C'est donc ainsi qu'on arrive à l'accord de Vienne en 2015. Le but, c'est donc de leur assurer leur autonomie énergétique, mais pas pour leurs intentions belliqueuses. L'Iran doit donc réduire son nombre de centrifugeuses de 19 000 à l'époque à 5 000, et celles en trop seront stockées sur un site de Natanz sous scellé de l'AIEA. Les stocks d'uranium enrichi sont limités à 300 kg et ne peuvent dépasser le taux de 3,67%. Leur centrale à eau lourde d'Arak doit être modifiée afin de ne plus pouvoir produire de plutonium de qualité militaire, et ils ne doivent plus construire de nouvelles pendant 15 ans. Et les inspecteurs de l'AIEA doivent avoir un accès constant aux installations. Le 16 janvier 2016, l'AIEA publie un rapport attestant que l'Iran a respecté les contraintes de l'accord en cessant son enrichissement d'uranium. Sauf que depuis le 7 octobre 2023, c'est de nouveau la guerre. Vu que les tensions repartent, l'Iran s'est mis à narguer les Américains, notamment en commençant à produire de l'uranium à 4,5%. Supérieur à ce qui est nécessaire dans leur centrale à eau légère, mais très inférieur à ce qui est nécessaire dans une bombe. Et puis, en juin 2024, l'AIEA tape du poing sur la table, leur liberté d'action n'est plus du tout assurée, et il laisse entendre que le taux de 60% pourrait déjà être atteint par l'Iran. L'accord est toujours en vigueur, mais plus pour très longtemps. L'Iran serait en mesure, dès la fin de l'accord en 2027, de pouvoir reprendre massivement son programme d'enrichissement. Ils prévoiraient même de changer leur centrifugeuse pour des modèles 5 fois plus efficaces. Et pas con, ils ont déployé leurs installations sous les montagnes, pas trop loin des villes en plus, pour éviter les attaques massives, et bardés de systèmes anti-aériens que même Maverick ne pourra pas atteindre pour potentiellement obtenir une première bombe en 6 mois. Pour le moment, ce sont des spéculations, des observations indirectes, les experts veillent. Mais bon, la tendance est là. Même si ces manipulations prennent le temps de la physique. Donc, wait and see. Et pour le reste mécanique de la bombe, on en a déjà parlé ici, ça reste de l'ingénierie certes de pointe mais accessible à tous. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair dans tout ce qu'on peut entendre viteuf ici et là. On a forcément oublié plein de trucs, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Obi se fera une joie d'y répondre sur sa chaîne. D'ailleurs, merci à toi encore pour tes retours, ta relecture et... Non, pas ton sens de l'humour, non, ça se saurait. Non mais voilà, c'est tout, pour tes retours et ta relecture. Merci. Non mais vraiment merci, c'est toujours un plaisir de partager des vidéos avec toi, que ça soit sur ta chaîne ou sur la mienne, à chaque fois c'est un régal. J'espère qu'on va refaire ça, que ça soit sur ta chaîne ou sur la mienne. Ciao Billy bye, see you soon on the moon. Allez vous abonner à sa chaîne, et n'oubliez pas, on se retrouve le 30 novembre et 1er décembre à la Camoplay à Dijon. Toutes les informations sont sur leur compte Instagram et sur le mien, donc venez vous abonner. Il y aura masse de doubleurs, il y aura masse de youtubeurs, les collègues, et il y aura même Pastouille, donc venez vite. Tous les billets, toutes les descriptions sont sur le compte Instagram, et je vous en reparle plus en détail sur Instagram. Et merci encore à Waifu de me faire confiance pour m'aider à produire cette vidéo. Et n'oubliez pas que le génie est partout.